Bonjour Marie-Christine, Bonjour Thierry, bonjour à tous. comment allez-vous? Bien, 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 sous la neige, mais comme tous les Ligériens, je crois, ou d'autres habitants d'autres départements, c'est la neige du printemps. Oui, oui, mais un peu exceptionnel, effectivement. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, un sujet un petit peu moins juridique, un peu plus sur des conseils concernant les arnaques en ligne. On avait vu le démarchage à domicile, on avait vu l'acquisition d'un véhicule volé ou la vente d'un Hmm. véhicule. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de traiter des arnaques en ligne. Alors curieusement, nous sommes le 1er avril et je vois que les internautes sont très très vigilants pour ne pas se faire prendre à ce fameux poisson d'avril. Et je souhaiterais qu'ils soient vigilants toute l'année lorsqu'ils sont sur Internet, de manière à ne pas se faire gruger. Donc l'idée aujourd'hui est de parler des arnaques. Alors, premier point, comment s'y prennent les arnaqueurs? Alors, on peut trouver de faux sites, c'est très, très courant. Imaginons, je surfe en vue d'acheter un objet quelconque, je cherche à faire la bonne affaire, je suis convaincue d'avoir trouvé l'objet de mes rêves à un tarif très compétitif. Et puis, une fois cet objet payé, je n'ai plus de nouvelles, ni bien entendu de livraison. Alors, Ah, quelles il sont... y a Oui, il y a sûrement des précautions du coup à prendre, j'imagine, tout lorsqu'on à fait, commande. tout à fait. Alors, justement, concernant ces précautions, toujours s'assurer, il faut qu'on vérifie, qu'on s'assure que l'on est sur un site sécurisé. C'est très simple à faire. Il convient de vérifier l'adresse dans le navigateur. Soit cette adresse commence par HTTP, ce qu'on connaît bien, Hmm. deux points, deux slash, et dans ce cas, le site n'est pas sécurisé. Donc, en renseignant un formulaire sur ce site, en confiant vos coordonnées bancaires, par exemple, eh bien, vous êtes susceptible de vous les faire pirater. Elles pourront être partagées par n'importe qui. Donc, on n'entre pas son numéro de carte bancaire, on n'entre pas ses coordonnées sur un site HTTP sans S à la fin. C'est un site qui n'est pas sécurisé. En Alors, il faut bien revanche, faire si attention donc dans la barre de navigation que ce soit un HTTPS et pas simplement HTTP alors. tout à fait bien vérifié. À partir du moment où on est sur un site HTTPS, il s'agit d'un site sécurisé et votre conversation est privée avec le titulaire du site. Alors là, on a des pistes en fonction de votre moteur de recherche. Par exemple, sur Google Chrome, on a 3 sigles à connaître. Le premier de ces sigles, c'est comme le code de la route, c'est le triangle avec le point d'exclamation. Là, il y a nécessairement danger. Donc attention au site sur lequel vous êtes. Ensuite, on a le sigle, le cercle avec un i, où on attire votre attention pour vous dire attention. On ne vous dit pas que le site n'est pas sécurisé, mais on ne peut pas vous garantir qu'il l'est bien. Donc, on appelle à la vigilance de l'internaute. Et puis, troisièmement, on a le site avec un cadenas. Le cadenas Donc, fermé on là. a Hmm. le cadenas fermé qui montre que le site est parfaitement sécurisé. Donc, ça peut être déjà ce point de vigilance. Pareil pour Firefox, où on a le fameux cadenas, ou bien alors le moteur ici bloque tout ce qui n'est pas sécurisé et vous demande de valider si vous souhaitez aller sur un site non sécurisé. Donc, de cette façon, on en appelle finalement à votre vigilance et c'est vous qui autorisez finalement le passage sur un site non sécurisé. Je crois, enfin, on en a entendu beaucoup parler que, enfin, ceux qui veulent arnaquer n'hésitent pas à copier, par exemple, des sites administratifs. Tout à fait. Également, alors des sites administratifs très très bien recopiés, ils sont légion ces sites, où on vous propose de réaliser des formalités, des démarches en ligne, par exemple pour obtenir une carte d'identité ou autre. Donc là encore une fois, bien faire, bien être vigilant sur ce site. Donc ils prennent l'apparence de site officiel. On va retrouver une même charte graphique, on va faire référence à un ministère ou autre. Donc, encore une fois, on vérifie l'adresse Internet du site. Si l'on est sur un site officiel, on va retrouver le gouv.fr.
Une adresse gouv.org ou gouv.com n'est pas une adresse de l'administration. Donc là, automatiquement, si je suis sur un gouv.org, gouv.com, je ne suis pas sur un site sécurisé. D'accord. Quand bien même cette adresse se terminerait par gouv.fr, encore une fois, j'attire l'attention de nos auditeurs, restez vigilants, demeurez vigilants. Un exemple, parce que parfois les exemples illustrent bien, vous recevez un mail des impôts où on vous annonce en intitulé « Cher client ». Est-ce qu'on est client des impôts? Non. Donc Qu'est-ce qu'ils mettent? automatiquement, Chers contribuables, qu'est-ce qu'ils nous mettent d'ailleurs, les impôts? je ne sais pas, je ne On me suis pas regardera, posé oui. la question, on Peut-être qu'ils nous regardera. écrivent pas tellement, oui. Oui, et puis en règle générale, on reçoit la note à payer, Oui, entre c'est ça. guillemets, Oui, il n'y a pas trop mais de pas mots le... doux. Non, non. Non, il n'y a pas le mot doux avec. Donc, le cher client venant des impôts, ça ne fonctionne pas. Alors, je sais que l'orthographe est devenue une denrée rare, mais en règle générale, on a peu de fautes d'orthographe si jamais c'était les impôts qui nous écrivaient. Donc, être vigilant sur les fautes d'orthographe, sur la formule de politesse, sur l'intitulé. Alors, ces sites essaient de gruger, d'appâter. On va vous annoncer un remboursement. La CAF vous annonce un remboursement, les impôts vous annoncent un remboursement et vous propose de cliquer sur un lien qui va vous envoyer sur ce que j'appelle une page miroir. On ne clique pas sur un lien. Si on doit se connecter sur notre site, sur notre compte des impôts, de la CAF ou autre, on ouvre une page, on va directement sur le site pour savoir ce qu'il en est. On ne suit pas un lien qui va nous envoyer sur une page miroir. Et puis, on vérifie l'adresse. Qui nous a adressé ce mail? Si c'est une adresse en Gmail, les impôts n'écrivent pas avec une adresse Gmail. Les impôts n'écrivent pas avec une adresse Hotmail. Les impôts n'écrivent pas davantage avec une adresse Yahoo. Donc, tout cela, ce sont des petits trucs qui doivent nous alerter. Ensuite, si on envisageait de cliquer sur ce lien, on peut également vérifier l'origine. Donc, il suffit de positionner le curseur de sa souris sur le lien en question pour vérifier. Cela va nous afficher l'adresse vers laquelle on veut nous rediriger et on pourra vérifier si effectivement c'est bien le site des impôts ou au contraire une arnaque qui s'annonce. Donc, on survole, mais sans cliquer, on survole l'adresse pour voir où elle Tout nous à fait. dirige, mais surtout, on ne clique pas. On ne clique pas. Et si jamais on a envie de savoir, eh bien on ferme le mail, on ne suit pas le lien et on se rend, nous, directement sur le véritable compte des impôts pour voir si effectivement on nous annonce un remboursement quelconque. Pareil pour la CAF, pareil pour le banquier, où on prend son téléphone tout simplement. Alors, il est vrai qu'il n'est pas toujours simple de joindre ces gens, mais on ne suit pas le lien en question. Donc, en allant sur le site, on pourra constater qu'on n'a pas de remboursement en cours ou de choses comme ça. Et puis, un autre conseil, c'est de faire attention à ces mots de passe. Choisir des mots de passe un petit peu complexes et ne pas choisir le même mot de passe qui va nous servir pour la CAF, pour la banque, pour les impôts, pour je ne sais quoi. On ne choisit pas toujours le même mot de passe. On peut avoir, par exemple, une logique quand même dans le choix de nos mots de passe. Bon, je ne veux pas donner ma logique, mais on peut avoir une logique d'un code qui peut être un petit peu commun, et puis selon le site auquel on s'adresse, changer des choses en fonction du nom du Tout à site. fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Ne pas conserver le même mot de passe pour tous les sites, puisque si on se fait pirater, nécessairement, Oui, tout sera piraté. voilà, bien mettre des Et servira majuscules, des points, des dièses, enfin exactement. bon, utiliser toute la palette possible. Tout à fait. Alors après, j'aurais pu envisager, ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle chronique, les arnaques téléphoniques ou autres. Très souvent, on reçoit un appel téléphonique. Le premier réflexe, c'est de rappeler immédiatement le numéro qui nous a contacté. Non, si quelqu'un cherche à vous joindre, déjà, cette personne vous laissera un message.
ou retentera de vous appeler. Donc, vous avez de nombreux arnaqueurs qui n'hésitent pas à passer un coup de téléphone, qui raccrochent immédiatement dans l'attente que vous rappeliez, et là, vous allez passer un numéro qui va vous coûter très, très cher. Donc, attention à tous ces petits pièges, ce sont des choses à connaître. Et Alors après, si jamais on a fait la bêtise dans un moment d'égarement, de cliquer, ou est-ce qu'il y a des recours? oui, il y a des recours, mais la juriste va être sur la réserve, c'est-à-dire qu'on a deux types de recours. C'est l'action civile et puis l'action pénale. Action pénale, je vais peut-être commencer par là, c'est lorsque quelqu'un a commis une escroquerie ou autre, donc le réflexe c'est d'aller déposer plainte, et j'ai envie de dire que très souvent ce sera à fond perdu. Pourquoi? Parce que la personne qui est je ne sais où, à l'autre bout du monde, il faudra déjà la retrouver. On n'est pas garanti de la retrouver. Et puis, il faudra très certainement mener une action contre elle. Combien cela va me coûter par rapport à ce que j'ai dépensé? Donc, de nombreuses personnes préfèrent Oui. ne pas envisager ce type de recours. Combien même vous souhaiteriez porter plainte, je ne suis pas convaincue que votre plainte aboutisse parce qu'on ne retrouvera pas nécessairement l'escroc. Pareil, si l'on a passé un contrat, on a commandé un bien, quel qu'il soit, je n'ai pas été livré, je pourrais à ce moment-là envisager une action civile, justement parce que mon co-contractant n'a pas respecté ses obligations contractuelles, j'ai payé le prix, mais je n'ai pas reçu la commande. Même remarque que précédemment. Est-ce qu'on va intenter cette action lorsqu'on a dépensé 100 ou 150 euros pour retrouver quelqu'un et pour obtenir gain de cause? Je n'en suis pas convaincue. Donc, s'il s'agit d'une société en France, il y a un espoir. Si la société est à l'étranger, l'espoir se réduit comme peau de chagrin. Donc, malheureusement, dans ce cas, mieux vaut être vigilant et ne pas avoir à subir, parce qu'une fois qu'on a subi, il est difficile, même si les recours existent, il est difficile de se défendre. Merci Marie-Christine pour tous ces conseils. De quoi allons-nous parler la semaine prochaine? Eh bien, on pourrait revenir au droit du travail. J'envisageais, si vous en êtes d'accord, d'aborder la période d'essai. Quelqu'un qui démarre un nouveau contrat peut se retrouver à l'essai et il est bon de connaître les dispositions en la matière. Voilà, et puis on peut le dire, quand même un certain nombre d'autres sujets en tête. On parlait par exemple des indemnités kilométriques ou... Par exemple, avec le prix de l'essence qui ne cesse de flamber, donc c'est une question qui se pose. Donc les indemnités kilométriques, et puis on espère voir la neige fondre et voir arriver les congés, donc la période va commencer. Pourquoi pas faire un sujet sur les congés? Il y a encore plein de choses à voir. Nous souhaitons une bonne journée avec 42 TV et nous vous disons à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bonne semaine à tous, au revoir.